Aujourd'hui, on parle donc de Je ne suis pas une libellule, livre de Gwenaël David, aux éditions Cause perdue. Fidèle à une méthode éprouvée ici et là, nous allons prendre le livre par un certain nombre de phrases pour rentrer dans son jus, dans sa textualité propre, qui est tout à fait singulière. Alors d'abord, c'est un petit livre qui fait 65 pages, 71 pages. Je prendrai une phrase qui se trouve à la page 44. Il nous laisse venir, attendre les yeux braqués comme des phares. Alors c'est qui ce il? Il faut peut-être un peu situer les choses. Ce il, ce sont des propriétaires, puisque le narrateur de je ne suis pas une libellule, et non pas je suis une libellule, nuance importante, narrateur dont on peut considérer qu'il est Gwenaël David lui-même, raconte des prospections, c'est-à-dire des explorations que fait Gwenaël David depuis bien des années maintenant en tant que naturaliste. Il n'est pas naturaliste professionnel, mais il a une activité de naturaliste très très conséquente, euh, non professionnelle mais très conséquente, très reconnue. La prospection consiste à explorer, disons, des espaces essentiellement ruraux à la recherche, en l'occurrence, de libellules, dont Gwenaël David est devenu une sorte de spécialiste. Or, il se trouve qu'en explorant comme ça, en allant ici ou là, en battant la campagne, il arrive qu'on se retrouve sur des propriétés privées. Il arrive même assez souvent, le maillage territorial étant ce qu'il est, qu'on se retrouve sur des propriétés privées et que parfois donc un propriétaire se manifeste. Et là, ce jour-là, dans une des prospections que raconte Je ne suis pas une libellule, eh bien se présente le propriétaire des lieux. Et forcément, il regarde d'un drôle d'œil les intrus, ceux qui ont osé s'immiscer sur cette terre. Donc il y a une espèce de face-à-face auquel sont habitués les naturalistes, auquel est habitué Gwenaël David. Il y a d'autres scènes dans le livre qui sont à peu près analogues. Et donc là, on a cette phrase très très simple, puisque le naturaliste et un de ses compagnons de promenade ou d'exploration ou de prospection de ce jour-là vont au-devant de ce propriétaire pour lui expliquer qu'il n'a rien à craindre. Et donc nous avons cette phrase, il nous laisse venir, attendre les yeux braqués comme des phares. L'image est assez belle, hein, les yeux braqués comme des phares. Elle fait référence, cette image, cette comparaison, comme des phares, et cette métaphore, les yeux braqués, on a les deux en même temps, nous renvoie à deux référents possibles. D'abord, les yeux braqués comme des phares, les yeux braqués comme on braque une lampe pendant une séance d'interrogatoire. Soit qu'on soit tortionnaire, soit qu'on soit un semi-tortionnaire, c'est-à-dire un flic en garde à vue, par exemple. Donc il y a évidemment tout de suite la relation d'idée qu'il y aurait un accusateur et des accusés. Ils sont fautifs, les naturalistes en l'occurrence, et ce sont eux qui sont en position de fautifs, et le propriétaire qui est en position d'accusature, et pour cause, nous vivons dans des sociétés où le droit de propriété est absolument sacré, il est sacralisé, il a été consacré par notre Déclaration des droits de l'homme de 1789, où la protection du droit de propriété figure en très 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 bonne place. Et donc voilà, les contrevenants, ce sont les pauvres petits naturalistes qui ne demandent qu'à repérer par exemple des libellules. Et puis comme des phares, eh bien, nous renvoie à cette expression qui est souvent utilisée. Je me suis retrouvé comme un lapin dans le faisceau de phare ou dans les faisceaux de phare. J'étais tétanisé, paralysé, j'étais pris comme en flagrant délit. Et donc là, le rapport, il est très clair. C'est d'abord un rapport d'inimitié, donc en très très peu de mots, comme ça, on arrive à reconstituer, disons, l'intensité propre de cette scène, ce qui témoigne d'une économie verbale dont fait preuve tout le livre, qui est un petit livre, mais qui est extrêmement dense. Et il y a dans ce livre de 71 pages, je pense, une densité stylistique tout à fait singulière. Donc la scène, elle est posée, et c'est bien une scène, puisque c'est une scène d'affrontement, pratiquement de western, de conflictualité.
D'un côté, les propriétaires, de l'autre, les naturalistes, qui, eux, ont une circulation dans l'espace, dans l'environnement, qui fait fi, en partie en tout cas, du découpage des propriétaires. Voilà l'affrontement qui est posé et qui est à l'œuvre dans tout le livre. Le même affrontement peut se rejouer, et ça fera l'objet d'une autre scène de Je ne suis pas une libellule, entre chasseurs bien sûr et naturalistes, où là l'inimitié, l'adversité est d'une grande, grande intensité. Voilà la scène qui est posée, qui est une scène politique. Je ne suis pas une libellule est un livre politique, comme on essaie d'en publier à cause perdue. Mais cette scène un peu binaire, un peu schématique, je dirais presque un peu manichéenne, peut être nuancée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle doit dépasser, elle existe et elle est incontournable, mais elle doit être dépassée. Et en explorant, en allant un peu plus avant, par exemple, dans la scène qui oppose le propriétaire avec le naturaliste en vadrouille. Donc page 45, une page plus tard, une fois que les deux parties ont pris langue et se sont un peu expliquées sur la raison de la présence des naturalistes sur cette terre, nous avons la phrase suivante. Les services environnementaux sur lesquels je compte pour limiter actions et aménagements aberrants, dégradants ou contrevenant à la loi et aux vivants, et qu'il m'arrive à l'occasion d'alimenter par mes rapports d'alerte, l'ont fait chier. Alors voilà, là nous avons un affrontement binaire qui se complique d'un troisième pôle, ou qui se nuance d'un troisième pôle, qui seraient les services environnementaux, ceux qui sont chargés de la protection de l'environnement. Et la phrase nous indique bien, cette phrase plutôt longue, plutôt alambiquée, mais très précise, alambiquée parce que très précise, nous indique bien qu'a priori le naturaliste, qui est Gwenaël David, est du côté des services environnementaux, puisqu'il arrive de leur fournir un certain nombre de données, c'est-à-dire qu'il fait profiter à ces services d'un certain nombre de ces observations de terrain, pour peut-être muscler un certain nombre de dossiers pour bien essayer de s'opposer à des aménagements aberrants, dégradants ou contrevenants à la loi et aux vivants. Donc a priori, nous avons services environnementaux et naturalistes d'un côté contre le propriétaire de l'autre. Mais ce dont rend compte cette phrase avec ce magnifique rejet du verbe à la toute fin de la phrase, comme une espèce de coup de théâtre, les services environnementaux sur lesquels je compte pour limiter actions et aménagements aberrants, dégradants ou contrevenant à la loi et aux vivants, et qu'il m'arrive à l'occasion d'alimenter par mes rapports d'alerte, virgule, l'ont fait chier. Ah, ça sonne comme un coup près, comme ça. L'ont fait chier, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils ont fait leur boulot, d'une certaine manière. Ils ont fait valoir que lui, la façon dont il aménageait sa propriété, n'était pas forcément écologiquement responsable ou écologiquement viable. Et ils ont fait leur boulot. Mais on voit que déjà dans ce l'on fait chier, contre toute attente, ou contre ce qui avait été disposé comme opposition dans, par exemple, la première phrase que j'ai étudiée, ce l'on fait chier institue ou installe une sorte de sympathie qu'aurait le naturaliste pour ce propriétaire, comme s'il était un peu quand même de son côté, ou en tout cas comme s'il avait une empathie vis-à-vis de la position du propriétaire, parce que sinon on aurait eu un verbe moins péjoratif que l'on fait chier. On dûment fait leur travail en le rappelant à la loi, ou ont dûment fait leur travail en lui faisant valoir un certain nombre d'arguments de défense du vivant contre des aménagements qu'il aurait projeté de faire. L'on fait chier. Et là on se retrouve devant la belle complexité politique et éthique décliné par « Je ne suis pas une libellule », à savoir, il arrive que les services environnementaux, qui ont a priori toute la sympathie de Gwen, se trompent un peu de cible, vont être hyper interventionnistes sur un pauvre propriétaire qui finalement n'est pas si puissant que ça, et laisser faire les vrais pollueurs, les vrais dévastateurs. Alors surtout qu'il y a une espèce de subtilité ou de paradoxe qui est proche de la perversité, c'est qu'une des raisons pour lesquelles ce propriétaire a été emmerdé par les services environnementaux, c'est qu'il a lui-même montré une grande bonne volonté pour essayer autant que possible de rendre compatibles les aménagements qu'il avait prévus avec les normes environnementales. Et c'est parce que précisément il a fait montre d'une bonne volonté que
on a été très pointilleux sur le contenu même de cette bonne volonté et qu'on en est venu à le faire chier. Et que Gwenaël David, donc pour rendre compte de ça de façon extrêmement efficace, utilise le verbe faire chier plutôt que des verbes, encore une fois, qui seraient plus positifs. Voilà. Ceci est un exemple, je voulais commencer par là parce que c'est un exemple de la grande subtilité politique du livre, qui dépasse tout manichéisme, dans la mesure où son geste de base est précisément d'abord de penser contre soi, ce qui devrait être peut-être le propre de n'importe quel livre authentiquement politique. La position de Gwen est politique, elle est même radicalement politique. Et pour autant, le livre est né d'une sorte de doute sur lui-même, en tout cas sur la catégorie d'activité à laquelle il s'adonne, à savoir le naturalisme. Il est très très intégré dans les milieux naturalistes et peut-être dans les milieux de défense de l'environnement en général, et très militant à ses heures. Simplement, il s'est rendu compte au fil des années que d'une certaine manière, les naturalistes pouvaient être un peu les idiots utiles d'une sorte de greenwashing dont on sait bien que c'est l'embrouille numéro 1 actuelle du capitalisme, qui se targue d'être un capitalisme vert, etc. Autant de choses, de sujets qui sont évidemment abordés dans Je ne suis pas une libellule, mais pour tout de suite passer à l'étape supérieure, à savoir que oui, bien sûr, il y a un greenwashing, oui, bien sûr, le capitalisme est en train de s'arranger de la crise écologique, ou plutôt de la dévastation écologique, en le marchandisant, en le valorisant, en reprenant, en faisant une espèce de capture sur le vocabulaire écologiste pour le réinvestir dans la sphère marchande et dans la sphère de valorisation. Mais dans cette affaire-là, dans cette opération-là, les naturalistes n'ont pas été forcément neutres, dans la mesure où ils ont eux-mêmes fourni parfois au capitalisme et aux capitalistes des données, un certain nombre d'observations formalisées, scientificisées, qui permettent à ces capitalistes de peaufiner en quelque sorte le rhabillage vert de la dévastation. J'en viens à une autre phrase qui se trouve à la page 9. En fait, un couple de phrases. D'abord à la page 9. C'est tout au début, c'est la première page du livre d'ailleurs. Remonter le boulevard du Général de Gaulle, je saute dans le bus mosaïque qui teuf porte ouverte direction Absalon. Station thermale centenaire, aux murs tapissés de mousse et d'épiphytes. Je ne sais pas si on prononce Absalon ou Absalon, comme dans le livre de Faulkner, Absalon. Je ne sais pas comment on fait. Alors en tout cas, on se trouve, nul n'est censé le savoir, mais moi je le sais, en Martinique, à ce moment-là, Martinique où a vécu un certain nombre d'années Gwen. Et donc là, c'est la première prospection qui nous décrit. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la grande densité de sa langue et de sa narration, et notamment c'est l'efficacité de la façon dont il arrive à camper une situation. Là, nous avons dans une même phrase énormément d'informations qui arrivent à installer, à rendre compte d'abord d'un parcours, d'une trajectoire, d'un déplacement et aussi d'un environnement. Ne serait-ce qu'avec cette espèce de petite ellipse qui est à la limite de l'incorrection grammaticale, remonter et le boulevard du Général de Gaulle, je saute dans le bus mosaïque. Il n'y a même pas de virgule entre Général de Gaulle et je saute, comme si tout ça c'était d'un seul trait. Et puis dans le même élan, on a tout de suite dans le bus mosaïque qui teuf porte ouverte. Alors là, je veux dire, des gens moins concis que Gwen auraient peut-être écrit dont la porte, qui roulait encore porte sans avoir fermé la porte, et dont le moteur faisait un boucan d'enfer façon teuf. Bon, sauf que là, non, c'est pas ça, c'est qui teuf porte ouverte direction Absalon. Ah, quand même une virgule, petit consentement à la ponctuation académique. Et une petite explication, Absalon c'est quoi? C'est une station thermale centenaire aux murs tapissés de mousse et d'épiphytes. Et tout de suite, voilà, à peine on a donné l'information que c'est une station thermale centenaire, que déjà on l'a décrit, et on l'a décrit le plus précisément possible, et on l'a décrit par le végétal d'ailleurs, aux murs tapissés de mousse et d'épiphytes. Alors arrive comme ça en fin de phrase d'ailleurs un mot que je ne connais pas, et que probablement un certain nombre de lecteurs ne connaissent pas. Alors, je suis allé voir le sens. Je l'ai même noté, les épiphytes sont des organismes, plantes, champignons lichénisés, algues, bactéries qui poussent en se servant d'autres plantes comme support. Ok. Alors pourquoi est-ce que Gwen, en toute connaissance de cause, utilise un mot qui ne sera pas compris? Ça, je pense qu'on arrivera à les élucider un peu plus loin, mais je peux déjà amorcer l'analyse en disant que ces mots, d'abord, ce sont les mots les plus adéquats. Il y a des mots à disposition pour dire très exactement un certain nombre de choses.
Et c'est pas parce que ces mots sont méconnus, parce qu'ils sont peu utilisés, qu'ils en sont moins adéquats. Et que donc si c'est le mot adéquat, c'est bien celui-là qu'il faut utiliser. On aurait pu trouver une périphrase pour désigner les épiphytes, mais les épiphytes sont les épiphytes. Ils ne sont pas autre chose. On y reviendra. Mais dans la continuité de cette analyse de la langue très concise et dense de Gwen, je cite la page 22. Il fait bon, l'air est doux et le vert tendre du printemps précoce s'illumine jusqu'au plafond lustré de la voiture 2/6 de ce joli train noir. La lumière varie, durcissant au travers des conifères ou se duvetant le long des troncs blancs de bouleaux au garde à vous. Alors en fait, c'est 2 phrases, et non pas une seule. Là, c'est pareil, on voit comment ça va très très vite pour reconstituer tout un environnement en une seule phrase. Il fait bon, l'air est doux et le vert tendre du printemps précoce illumine jusqu'au plafond lustré de la voiture 2/6 de ce joli train noir. Et déjà, on rend compte de là où on voit, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre le train. On précise même qu'on est dans la voiture 2, ce qui permet de dire au passage que ce train a 6 voitures, donc c'est donc plutôt un petit train. Mais il est joli, et puis il est noir. Voilà, c'est toujours efficace, ces adjectifs. Et on a la lumière du printemps qui vient illuminer le plafond lustré de la voiture 2. Voilà comment dans une même phrase, il arrive à comme ça embrasser pratiquement un moment, ce qu'on pourrait appeler un instantané. Un instantané, quand vous êtes dans le train, c'est fait de quoi ? C'est fait de la sensation du train que vous avez, parce que vous êtes quand même dans le train, et que le train, vous n'oubliez pas, votre corps n'oublie pas la sensation du train. Mais aussi, évidemment, vous avez le regard tourné en général vers le paysage. Et donc, vous le voyez. Et donc là, c'est une aventure optique. Et toutes ces sensations optiques, sensations tout court, perception d'une lumière, eh bien, ça vient en même temps. Et donc, il faut rendre compte en une seule phrase, de cet ensemble sensoriel qui est une sorte de compost, en fait, de sensations. Et puis on arrive à la deuxième phrase. La lumière varie. On venait de parler de la lumière, maintenant on précise encore un peu. Elle varie durcissant au travers des conifères. Ah, tiens, une lumière qui se durcit au travers des conifères, ce qui permet au passage de noter qu'on est, on est bordé donc, de conifères, ou se duvetant, donc qui s'oppose à durcissant, le long des troncs blancs de bouleaux, au garde à vous. Là, on vient donc de préciser que la végétation alentour est faite à la fois de conifères et de bouleaux. Elle est même faite essentiellement de ça. Voilà la grande efficacité descriptive de Gwen, qui emprunte d'ailleurs probablement à une littérature du XVIIIe, du XIXe, la littérature des grands explorateurs, les journaux d'explorateurs ou les journaux de géographes ou des journaux de naturalistes, qui évidemment brillaient d'abord par leur capacité à rendre compte de ce qu'ils voient et de ce qu'ils ressentent, puisque c'est leur cœur de métier. Archiver le réel, c'est-à-dire lui rendre justice, lui rendre hommage. La pulsion naturaliste est pavée d'intentions parfois douteuses, en tout cas discutables, mais elle a toujours ça pour elle, d'avoir cette belle pulsion élémentaire de vouloir rendre compte du monde, éventuellement de sa diversité, et éventuellement de sa beauté. Alors quand même, là, on a cette expression à la fin qui est le long des troncs blancs de bouleaux au garde à vous. Quelle belle image, quelle image très efficace pour dire tout simplement que les bouleaux, tels qu'on peut les visualiser en général, tout le monde connaît à peu près la morphologie des bouleaux, ce sont des troncs très fins et très droits, et donc il y a cette idée de haut garde à vous, ce qui est une image visuelle, tout de suite ça rend bien très très bien compte de leur verticalité, mais évidemment ça nous emmène aussi ailleurs, c'est qu'on a affaire bien sûr à une forêt qui est toute, sauf une forêt primaire, qui est une forêt évidemment d'arbres plantés par l'homme, et selon, disons, une configuration extrêmement calibrée, standardisée. Et les bouleaux sont au garde à vous de quoi ? De l'homme, en fait, de la main humaine, qui les a plantés là pour mieux les exploiter, pour exploiter le bois. On a affaire beaucoup plus qu'à des forêts, à des usines à bois en l'occurrence. Alors il se trouve qu'on est en Suède, comme on l'aura peut-être deviné un certain nombre de notations. Ce jour-là, le naturaliste, d'ailleurs flanqué de sa compagne, je crois, est en exploration en Suède. Alors pour aller un peu dans le sens de ce « au garde à vous », un peu plus bas dans la page, on aura « les troncs fil droit », tous de même essence, de même diamètre, jeunes individus.
Là, on a presque l'explicitation de ce haut garde à vous. Hein. Ils sont tous de même essence, de même diamètre. Donc il y a évidemment une standardisation et une uniformisation, ce qu'on constate souvent lorsque l'homme a décidé de se mêler disons, de la vie même des forêts, à titre d'exploitation. De nouveau, quand même, on a une expression, une métaphore qui résonne totalement avec le garde à vous. C'est les troncs fil droit. Qu'est-ce qui file droit d'habitude? C'est, par exemple, des élèves filent droit devant tel prof particulièrement autoritaire, un bataillon file droit devant tel sergent-chef particulièrement martial dans ses directives. Et oui, les troncs sont au garde à vous et les troncs filent droit. Donc, et les deux nous emmènent maintenant vers le vocabulaire de l'armée. Et oui, et nous avons l'idée que l'homme a fondamentalement colonisé la nature. L'homme est un peu pour la nature une sorte d'armée d'invasion ou d'armée d'occupation qui a mis au pas tout un peuple qui serait la nature. Je mets la nature évidemment avec beaucoup de guillemets. De même essence, de même diamètre. Et quand même à la fin de la phrase, quelque chose qui dissonne par rapport à l'ambiance métaphorique qui a été installée par garde à vous et par fil droit, le jeunes individus. Alors évidemment, les arbres sont jeunes, ils sont à peine plantés. Mais tiens, des individus. Voilà un terme qui est complètement contradictoire par rapport à la mise au pas et à l'uniformisation. S'il y a individuation, s'il y a des individus, c'est le contraire de l'uniformisation. Et alors ce mot, et en plus le mot est relativement étonnant quand même concernant des arbres. Qui dirait qu'un arbre est un individu? Eh bien, Gwen le dit. Alors, à titre de complément, pour mieux comprendre cette affaire, je cite une phrase de la page 51. Chaque passage provoque vagues qui me trempent les fesses, noie et emporte au ressac des dizaines d'autres individus alors en émergence sur les langues de sable de la berge à 2 mètres de là. Je photographie un miracle sur un fond dramatique. Donc nous avons de nouveau les individus. Alors les individus en question, ce sont des insectes, je crois spécifiquement des libellules. Là on est complètement dans un autre lieu, dans une autre prospection, je crois en France d'ailleurs. Et donc on est en bord de fleuve, puisqu'on parle des langues de sable de la berge. Et oui, il y a eu, je crois qu'un bateau est passé, un bateau passe et provoque des vagues. Un bateau qui passe notamment sur un fleuve provoque toujours une sorte d'onde comme ça, qui à la fois trempe les fesses du naturaliste, mais noie et emporte au passage évidemment des dizaines d'autres individus qui sont en l'occurrence des libellules, qui étaient alors en immergence sur les langues de sable de la berge. Oui, voilà, ça crée une espèce de tsunami en quelque sorte. C'est un tsunami qu'on est en train de développer. Je photographie un miracle sur un fond dramatique. Le mot dramatique est intéressant, c'est un mot aussi tout à fait qui appartient à la vie humaine. Le drame, c'est les humains qui connaissent des drames, qui vivent des drames, qui parfois provoquent des drames, qui parfois font des drames. Ce ne sont pas les insectes. Et donc là, on voit bien l'opération. C'est d'individualiser les animaux, en tout cas la petite faune qui est celle des insectes, en l'occurrence des libellules, au même titre que les humains seraient eux-mêmes des individus. C'est les mettre à égalité et sur le même plan dans une espèce de geste grammatical antispéciste au possible. Et d'ailleurs, on voit que dans la même phrase, le sort du naturaliste est mis sur le même plan que le sort de ces dizaines d'autres individus qui sont perturbés par cette vaguelette, en quelque sorte, provoquée par le bateau de passage sur le fleuve. Bon, évidemment, tout ça, c'est au travail dans tout le livre. Les bêtes sont des individus. Au sein même d'une espèce, on distingue des individus. Quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre, qui est absolument individué et qui peut-être souffre, vit, ressent, au même titre que ceux qui se sont toujours arrogés le nom d'individu, à savoir les êtres humains. Il y a donc des subjectivités. Eh bien, ce que va faire la langue même de Gwen, c'est pour ça que ces opérations politiques sont des opérations d'abord linguistiques, comme dans tout livre politique qui se respecte. Il va essayer de resubjectiver les animaux et le vivant en général, et parler donc plutôt de subjectivité ou donc d'individu. C'est ce qui explique qu'une drôle de pratique textuelle du livre
qu'on trouvera par exemple, alors on le trouve à peu près dans tout le livre, mais j'ai noté 2 passages, page 14. Dans une touffe d'herbe du talus de berge, je trouve une minuscule exuvie d'Ichnoura pumidio, alertée par l'envol précaire de la demoiselle qui en a émergé. Alors, d'abord une exuvie, c'est en gros la peau dont peut s'émanciper une libellule, un petit peu comme un papillon s'émanciperait de son cocon, en quelque sorte. Moi, je ne suis vraiment pas spécialiste de ces questions-là, et donc je l'explique avec mes mots à moi. Prospecter pour trouver des libellules, c'est parfois avoir affaire aux exuvies, qui sont évidemment la trace récente, parfois, du passage d'une libellule. Mais surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est, je trouve une minuscule exuvie d'Ichnoura pumidio. Alors, c'est en italique, c'est évidemment un terme plutôt latin. Alerté par l'envol précaire de la demoiselle qui en a émergé. Voilà, la demoiselle, donc c'est une autre façon de nommer les libellules, en tout cas une sous-catégorie des libellules. Mais Gwen, évidemment, se plaît à utiliser ce terme particulièrement individuant qui est celui de demoiselle. Alors, qui en a émergé ? Ben oui, parce que les demoiselles émergent des exuvies comme le papillon émerge du cocon. Je pense que je dis un truc pas très correct académiquement, mais on me comprend, et je me comprends moi-même. Mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est je trouve une minuscule exuvie d'Ichnoura pumidio. Qu'est-ce qui est singulier ici et qui m'a frappé quand j'ai découvert ce texte ? On attendrait plutôt une minuscule exuvie d'une libellule de la catégorie nommée Ichnoura pumidio, ou d'un Ichnoura pumidio. Or là, non, c'est D' Ichnoura pumidio. Bon, pour mieux préciser les choses, citons page 26, ça sera plus clair. Aeshna Sianea, y promène déjà ses grands yeux, l'été avance. Aeshna Sianea en italique, c'est le nom aussi, je pense, d'une sous-espèce de libellule. Y promène déjà ses grands yeux. C'est-à-dire qu'à la place de Aeshna Sianea, c'est comme si on avait Bruno ou Léa ou n'importe quel prénom humain, ou Monsieur Dupont ou Madame Fitoussi. Aeshna Sianea, y promène déjà ses grands yeux. C'est-à-dire qu'on traite, et non pas un spécimen d'Aeshna Sianea, y promène déjà ses grands yeux. Déjà, le terme « ses grands yeux » est particulièrement individuant, évidemment, ou individualisant. Et donc là, voilà, de gérer ces noms scientifiques de cette façon-là entre dans une stratégie stylistique qui consiste toujours à personnifier, subjectiver. Alors, c'est pas exactement de l'anthropomorphisme, attention, hein, c'est pas parce que vous faites des libellules des individus que vous les anthropomorphisez. C'est plutôt les humains qu'à ce moment-là vous animalisez. En tout cas, l'important c'est de remettre les choses sur le même plan. Mais on y reviendra aussi. Alors, je note aussi que précisément, Gwen, sachant très bien, comme d'ailleurs ma prononciation l'a immédiatement fait éprouver, que ces mots seront durs à lire, que la lecture accrochera à ce moment-là, assume quand même de les mettre. Pourquoi ? Parce que c'est des mots qui sont beaux. Il y a une beauté propre de la nomination scientifique. Et encore une fois, c'est pour rendre justice à l'incroyable foisonnement lexical de la science, foisonnement qui est destiné à essayer de nommer au mieux les vivants et de les caractériser et donc de les singulariser le mieux possible. Et vocabulaire qui est évidemment très très peu utilisé, qui n'est utilisé que par les spécialistes, et qui est là à disposition dans le dictionnaire, et qui est pourtant peu utilisé. Pour aller toujours dans le même sens, je cite page 62, « Aller à la rencontre des créatures l'est aussi, se disposer à curiosité réciproque l'est toujours. » Alors je lis d'abord la phrase d'avant qui explicitera peut-être un peu mieux cette phrase. « Marcher, nager ou gratter avec le monde est déjà politique. » Bon, ça se passe de commentaires. Aller à la rencontre des créatures l'est aussi, politique. Se disposer à curiosité réciproque l'est toujours, politique aussi, sous-entendu. Bon, alors je passe sur ce discours qui parle de lui-même et qui est largement développé dans le livre. Mais surtout, on retrouve là, d'une part, la notion de créature. Les créatures sont plus communément associées au monde animal. Enfin, il est beaucoup plus fréquent que le terme même de créature puisse être associé à un animal aussi. Mais c'est quand même aussi de dire que
ça entre aussi à la stratégie, finalement, de mettre sur le même plan les humains et les bêtes, qui sont tout autant que les hommes des créatures. Bon, créatures nous renvoie aussi à la création. C'est intéressant quand même de rappeler que tout ça a été créé. Alors créé par qui? Par quoi? Par quelle entité? Peut-être par aucune, peut-être auto-créé. Gwen ne tranche pas cette question-là. Il n'en reste pas moins vrai que tout ça a été créé. Et bien sûr que ça nous emmène immédiatement du côté de l'art. Il y a peut-être autant de génie artistique dans la diversité et dans le foisonnement singulier du vivant que dans des créations plus strictement et plus classiquement artistiques. Quiconque a regardé un insecte de près, ne serait-ce qu'une mouche, fait le même constat. C'est-à-dire, quel génie! Quel génie! Et tout ça est contenu dans un seul mot qui serait celui de créature. Mais en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la notion de rencontre. Il y aurait l'idée d'aller à la rencontre des créatures. Page 66, il dira « Un coup de filet relève du kidnapping » parce qu'il cède d'un filet, Gwen cède d'un filet en tant que naturaliste pour attraper les libellules, les observer, pour attraper une libellule, l'observer, et puis évidemment, immédiatement après, la relâcher. Et alors évidemment, ce filet connote un peu la chasse, tout ça, mais c'est un pis-aller, c'est un moindre mal, et c'est relativement sans douleur dans la mesure où le calvaire de la libellule dure en général assez peu. Donc un coup de filet relève du kidnapping, on est bien d'accord, mais c'est rencontre quand même. Il y a une rencontre. Alors rencontre, attention, c'est bilatéral une rencontre. C'est pas moi simplement qui vais à la rencontre d'eux. C'est pas moi qui vais vers l'autre. Je suis aussi un autre pour la libellule. Et nous aurons une phrase comme « J'écris ces blocs », puisque le livre est fait de blocs, disons à chaque prospection un bloc. J'écris ces blocs depuis mon naturalisme, c'est-à-dire en tant que naturalisme, individu parmi d'autres tout aussi singulier. Là où il y a rencontre, il y a bilatéralité, il y a bipolarité, en tout cas ces deux pôles équivalents et d'égale puissance qui se considèrent l'un l'autre, puisque la libellule considère le naturaliste autant que le naturaliste considère la libellule. Je note au passage un petit trait stylistique de Gwen qui est intéressant, qui est la soustraction ou l'éviction de l'article ou du déterminant. Aller à la rencontre des créatures est aussi se disposer à curiosité réciproque. C'est intéressant d'ailleurs, la curiosité réciproque, c'est bien ce que j'étais en train de dire. Tiens, il nous manque quelque chose là. Se disposer à la curiosité réciproque. Pourquoi avoir enlevé cet article défini? J'ai d'autres exemples dans le texte. Ne serait-ce que page 66, on a un peu déjà ça. Un coup de filet relève du kidnapping, mais c'est rencontre quand même. On attendrait plutôt, mais c'est une rencontre quand même. Oui, c'est moi qui te prends dans mon filet, mais c'est quand même une rencontre. Et Gwen nous dit, c'est rencontre quand même. Ah tiens, et ça me rappelle des expressions comme un peu désuètes, comme s'émerveille. Oui, s'émerveille comme il arrive toujours à séduire tout le monde autour de lui. C'est une expression un peu surannée. Voilà. Et le texte n'est pas avare de ce genre de procédé et aussi de désuétude, d'une certaine manière, de réactiver ou continuer à activer une langue relativement désuète. Par exemple, dans l'expression « qui détruiront à leur tour, puisqu'il leur faudra aussi solution ». Je relis « qui détruiront à leur tour, puisqu'il leur faudra aussi solution ». Bon, là, on parle du solutionnisme, entre parenthèses. Oui, on trouve toujours une solution à un problème environnemental, mais lequel entraîne immédiatement une destruction, qui appellera solution, qui appellera destruction. Donc, en fait, le solutionnisme est évidemment une impasse. Mais nous avons donc qui détruiront à leur tour, puisqu'il leur faudra aussi une solution, devrait-on dire. Et on a aussi solution. Alors, je rapprocherai ça d'une autre expression que j'aime beaucoup. Page 48, la faune y vivait déjà riche, virgule, et les dynamiques florissantes. Alors ça, c'est presque une anomalie grammaticale ou syntaxique. La faune y vivait déjà riche, et les dynamiques y étaient déjà florissantes. Oui, donc là, on retrouve la volonté de Gwen de compresser son style, de faire rentrer dans très très peu de mots des réalités extrêmement riches, cette compression rendant peut-être plus tangible encore la richesse des choses. C'est-à-dire que
La nature, c'est dense. Le monde du vivant est dense. Il y a toujours quelque chose à y voir, là où certains n'y voient rien. On pourrait s'arrêter sur le moindre brin d'herbe, et il y aurait là une réalité immense déjà. Et donc il faut que la phrase rende compte aussi de ça, de ces proportions-là. Bon. Mais c'est de dire la faune vivait déjà riche et les dynamiques florissantes, il y a quelque chose comme, je pourrais dire, une préciosité dans l'ellipse, dans l'économie de mots de « et les dynamiques florissantes ». Et il y a une préciosité dans ce texte par moment, qui va donc avoir avec le recours à des procédés ou un lexique relativement suranné, mais parce que je pense qu'il s'agit de faire monter un peu en style quelque chose dont Gwen ne veut absolument pas que ça tourne à simplement une sorte de récit de prospection, quoi. J'ai rendu compte de ce que j'ai vu, presque mathématiquement, scientifiquement, comme il le fait d'ailleurs en tant que naturaliste. Il y a là une sorte de montée en style qui passe par ce genre de procédé. C'est-à-dire qu'il s'agit d'installer aussi le lecteur. Il faut l'installer en littérature. Ça veut dire qu'on est en train de faire un livre politique, on est en train de faire un livre qui témoigne d'un certain nombre de choses et de problèmes, et peut-être d'impasses, mais on est en train de faire autre chose aussi. On est en train de faire de la littérature. Alors qu'est-ce que ça veut dire la littérature ? C'est-à-dire qu'on est quand même en train d'essayer, par le style même, de superposer à la dimension strictement politique une autre dimension, qui est tout aussi politique d'une certaine manière, mais qui est politique autrement, qui est une politique par le style, qui est une politique par la ligne de fuite littéraire. Et ça ne peut que s'installer sensoriellement vis-à-vis de son lecteur. Et Gwen, par ce genre de procédé, se met lui-même en condition littéraire. Et son texte, du coup, nous met en condition littéraire et donc nous invite ou nous dispose à produire une lecture qui ne soit pas strictement de l'ordre de la politique, au sens où la politique ferait des constats de situation et ne ferait que des constats de situation. Je lis un passage entier. Que voit un juriste entomologiste dans cette queue des temps ? Que voit une paysanne dans cette bouillasse vitale ? Que voit un odonatologue togolais dans une tourbière bombée ? Que voit une plongeuse subaquatique dans une gravière en évolution ? Que voit un castor depuis son ouvrage ? Que pense le rue lorsque je tamise ses sédiments à la recherche de larves de Cordulegaster bidentata ? J'aurais dû m'entraîner à lire ce mot latin ou quelque chose comme ça avant. C'est un passage qui se trouve page 35 et qui évidemment a valeur presque de... C'est peut-être le plus beau passage du livre et qui opère ce que le texte ne cesse de disposer et que j'ai essayé depuis quelques phrases d'expliciter. Et d'abord, ça rend compte de la relativité des points de vue au sens strict, au sens optique du terme. Il y a autant de monde qu'il y a d'individus pour percevoir le monde. Et donc, dans une réalité donnée, chacun ne verra pas exactement la même chose, le verra par rapport à sa position professionnelle, sa position sensorielle. Un juriste, dans cette queue des temps, voit quelque chose, il le saisit peut-être dans son vocabulaire de juriste, qui n'est pas d'ailleurs un vocabulaire plus indigne qu'un autre, mais c'est un vocabulaire. Le juriste entomologiste. Eh bien, un naturaliste, lui, aura tendance à avoir recours à d'autres mots. Une paysanne, dans la mesure où elle a un certain usage de la bouillasse vitale qu'a exploré avec plaisir le naturaliste, il verra peut-être de la bouillasse, parce que ça n'est pas cultivable. Que voit un odonatologue togolais dans une tourbière bombée ? Odonatologue, donc c'est un spécialiste des libellules, ça c'est pareil, je suis allé consulter le dictionnaire. Dans une tourbière bombée, il verra ce qu'il y voit. Pour l'instant, donc, nous n'avons que les humains, un juriste, une paysanne, un odonatologue, et puis une plongeuse. Et puis, tiens, d'un seul coup, dans le même ensemble stylistique, dans le même segment de texte, que voit un castor depuis son ouvrage ? Eh oui, le point de vue du castor, c'est aussi un point de vue, au même titre que tous les autres, c'est un point de vue individué. Et on finit, et c'est là que c'est encore plus fort, parce qu'à la rigueur, le castor, les sauts de point de vue de l'humain à l'animal, on en a vu beaucoup. Autre chose est d'aller jusqu'au rue. Le rue, petit ruisseau,
Que pense le rue lorsque je tamise ses sédiments à la recherche de larves de cordu, tac tac tac. Je vais pas réécorcher ce mot. Assez intéressant. Donc un ruisseau, ça pense. Ouais. On pourrait dire que c'est une expression, c'est un écart de langage, c'est un forçage de traits. C'est une... Moi, je crois pas. Je crois que dans l'esprit de Gwen, le rue pense. Le rue pense. La nature pense. Elle se pense elle-même. Ouais. Et c'est très fort. En tout cas, c'est hypothétiquement très très fort. Dans le même ordre d'idée, et peut-être plus explicitement encore, on a une phrase, page 55, qui est « Qu'importe l'oiseau, on ne pleurera ni le battement de ses ailes, ni son œil impénétrable, ses séances de bain, ses amours cachés, ses imitations, ses poux et ses rêves. » Bon, bah voilà, tout est dit. Ni son œil impénétrable, là c'est très très important de voir qu'il y a rencontre avec les singularités animales, et c'est ce que cherche le naturaliste. En tout cas, ce que cherche le naturaliste mystique qui est Gwen, et qui est le narrateur de « Je ne suis pas une libellule », c'est pas parce qu'il y a rencontre qu'il y a compréhension absolue. C'est pas parce qu'il y a rencontre qu'il n'y a pas eu l'opacité maintenue de la créature qu'on rencontre. C'est ce qui arrive aussi dans une rencontre amoureuse. On dit tiens, il y a une rencontre amoureuse, mais c'est pas parce qu'il y a une rencontre amoureuse et qu'il y a le déclenchement de l'amour, et un amour éventuellement durable, qu'il y ait absolue compréhension que l'autre me devient absolument transparente ou transparent. Ce qui est beau dans la rencontre, c'est que la créature qu'on rencontre reste hermétique, reste opaque, continue à nous échapper. Et peut-être ce qu'on rencontre, c'est cela même, justement. Et qu'il n'y a rencontre, au contraire, et non plus paradoxalement, que dans la mesure où il y a opacité. Si quand vous rencontrez quelqu'un, un animal ou un être humain, il vous apparaît comme totalement transparent, alors c'est donc que vous n'avez pas beaucoup rencontré, quoi. Vous n'avez pas dû bien le regarder pour qu'il vous apparaisse transparent, pour que rien de ce qu'il a manifesté ne vous ait semblé obscur, opaque, mystérieux, etc. Il n'y a véritablement rencontre que lorsque j'ai pris la mesure d'à quel point l'autre m'échappait. C'est un paradoxe, mais ce n'en est pas un. Et alors une autre phrase, un peu dans le même genre. « Et j'espère bientôt accueillir sur l'avant-bras une larve de Stylurus flavipes, dont j'aimais chercher les dépouilles le long des langues de sable du Rhône vers la tête d'or lyonnaise ou en canoë plus aval, tandis que l'hélicoptère pulvérisait ses chimies sur le vignoble de côte rôtie. » Page 70. Bon. Là, Gwen nous parle du fait qu'il finit un peu le livre comme ça, en mentionnant, de façon assez obscure d'ailleurs, mais salutairement obscure, le fait qu'il est tatoué. Il s'est tatoué le dos, notamment, de libellules d'espèces différentes. Et donc il a pour projet, là bientôt, d'accueillir sur son avant-bras une larve de Stylurus flavipes. C'est-à-dire, alors évidemment, il ne précise pas d'accueillir sur mon avant-bras un tatouage de larve, parce que pour lui, se les tatouer à même la peau, c'est accueillir presque la chose même, d'une certaine manière. Et alors, voyons comment la phrase est construite, parce que celle-là, c'est sa construction qui importe. Il part de ça, donc j'espère bientôt accueillir sur l'avant-bras une larve de Stylurus flavipes. J'ai l'impression que je le prononce très très bien celui-là, je maîtrise très très bien Stylurus flavipes, je suis assez content de moi. Une larve de Stylurus flavipes dont j'aimais chercher les dépouilles le long des langues de sable du Rhône, vers la tête d'or lyonnaise ou en canoë plus aval, tandis que l'hélicoptère pulvérisait ses chimies sur le vignoble de côte rôtie. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi le mouvement de la phrase en fait ? On part du très très petit, c'est l'énorme focus, le zoom sur une larve, c'est même pas une libellule, c'est une larve de libellule. En l'occurrence en plus sur un avant-bras, donc on est vraiment dans de tout petit, dans un rapport vraiment d'individu à individu, et puis peu à peu on fait un zoom arrière et on découvre l'environnement global. Donc j'aimais chercher, donc là il y a une espèce comme ça d'élargissement sur un récit. J'aime bien cet imparfait aussi qui donne une sorte de connotation épique à ce qu'elle est en train de dire, dont j'aimais chercher les dépouilles le long des langues de sable. Là on est vraiment pratiquement dans le récit d'exploration du 19e, avec le même côté presque romanesque. Dont j'aimais chercher. Pourtant, on n'est jamais que dans les sables du Rhône, hein. On n'est pas au fin fond de l'Afrique ou de l'Amazonie.
Donc j'aimais chercher les dépouilles le long des langues de sable du Rhône. Donc là, on est toujours un peu dans le petit, mais on a quand même déjà commencé à noter un peu plus grand la langue de sable, et puis le Rhône, le fleuve. Et puis alors là, on élargit carrément, tandis que l'hélicoptère pulvérisait ses chimies sur le vignoble de Côte-Rôtie. Et voilà, c'est reconstituer une scène où le très petit et le très grand, le macro et le micro cohabitent dans le même instant. C'est une espèce d'instantané, encore une fois. Là, simultanément, nous avons Gwen, le naturaliste, qui se concentre sur le très petit, avec toute l'attention dont il est capable. Et puis, pendant ce temps-là, dans le macro, dans la grande dimension, dans le grand périmètre, eh bien, le désastre continue, avec cette image qui est parfaite. L'hélicoptère pulvérisait ses chimies. Ça, c'est très très beau comme trouvaille. Ça ne dit pas pulvériser des pesticides, ou pulvériser je ne sais quel autre produit nauséabond. Pulvérisait ses chimies. Il y a vraiment là une espèce de prise de distance par rapport à l'époque, quoi. C'est une espèce de tableau comme ça, apocalyptique pratiquement. Un hélicoptère, ça vient du ciel, sur le vignoble de Côte-Rôtie. Voilà, il y a ceux qui sont ancrés dans la terre, quoi, qui font du petit, qui parfois même se mettent à genoux dans des flaques pour pouvoir observer une larve de libellule. Et puis pendant ce temps, dans les airs ont été colonisés, les airs ont été conquis par les grands de ce monde, par les grands puissants de ce monde, les airs sont à eux, et ils y pulvérisent des chimies. On a à peu près le même genre d'effet à la page 9, des premières, donc. Ditémis sterilis et ses exuvies crétées ponctuent ma descente vers Fontaine-Didier, nous revoici en Martinique, où l'eau minérale capturée en souterrain se fait gazer en bouteille. Là, c'est pareil, on a une espèce de chute, vous voyez, vous avez une déambulation, une déambulation prospection du naturaliste dynamique et, heureux, de gambader. Son parcours est ponctué d'exuvies crétées qui donc préfigurent le fait qu'il y a sans doute une grosse présence de libellules et que donc sa prospection sera joyeuse. Et on en arrive à l'eau minérale capturée, capturée en souterrain. Donc, déjà, ça connote un peu l'emprisonnement, l'accaparement. Se fait gazer en bouteille. Alors, évidemment, le terme gazer, il s'agit de la transformer en eau gazeuse, on avait compris, et puis de la mettre en bouteille. Mettre en bouteille la nature. Bon. Et de la mettre en gaz. Mais se fait gazer, oui, je ne sais même pas si on dit gazer d'ailleurs dans le langage technique pour dire fabriquer de l'eau gazeuse. Donc je pense que Gwen joue un peu quand même sur la connotation de gazer. Il s'agit bien d'une extermination d'une certaine manière. Bon. Pour finir, je pense que j'aimerais bien commencer par le début, mais alors juste pour le plaisir, et juste pour, revenir à la case départ ou revenir à l'origine de ces petites minutes que je viens de consacrer à ce grand livre. Parce que l'origine, c'est ce qui s'est noué entre l'auteur, Gwen David, et moi, il y a très longtemps maintenant, quand on était jeunes et presque beaux, autour notamment du punk rock. Ouais, Gwen n'a jamais oublié le punk rock. Le punk rock n'a jamais cessé de l'habiter. Et c'est comme de juste qu'il commence le livre par une exergue, une épigraphe, qui nous vient des Berruriers Noirs, et qui est magnifique. Ce sont tes jambes qui sont tes amis. C'est ton cerveau qui est ton ami. Ce sont tes yeux qui sont tes amis. Ce sont tes mains qui le sont aussi. Voilà. Il faut lire absolument « Je ne suis pas une libellule ».